Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Le meilleur est à venir. Épisode de 93 aujourd'hui pour une nouvelle semaine, tranquillement, avec des images amusantes et puis des histoires inspirantes. C'est le but que je vous propose à chaque fois qu'on se retrouve. C'est un petit peu j'aime bien, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. Malheureusement, la communication est surtout d'un côté. C'est moi qui vais vers vous et on ne peut pas trop échanger. Moi j'aime bien échanger. Donc pour l'instant c'est plutôt dans un sens que dans l'autre. Mais heureusement qu'il y a un petit peu les commentaires. Ça permet effectivement d'avoir quelques échanges. Mais moi j'aime bien ce rendez-vous. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver et de partager parce que vous m'envoyez aussi des photos ou des images qui vous ont fait sourire, etc. Et ça, j'apprécie énormément. Puis en plus, on partage des belles histoires. Aujourd'hui, on va retourner à Faux-la-Montagne. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Eh ben, on y retourne, dans la Creuse, sur le plateau de Millevaches, parce qu'il se passe des choses fabuleuses dans ce village. Et je vous avais promis d'enquêter encore sur d'autres initiatives qui se produisent là-bas. Et ben, on y retourne tout à l'heure. Mais avant, il y a comme d'habitude, après, ouais, j'ai déjà mon moment suspendu qui est prêt parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Mais avant, je veux saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous. Et puis saluer tous ceux et toutes celles qui sont en direct aussi ce soir, comme, alors je vois pas bien les noms, Crafty Girl. Merci Crafty Girl. Et en plus, tu as partagé la vidéo. Ça, c'est super. Claire est là aussi, bonsoir. Merci Claire, merci de partager la vidéo. Claire, j'ai du nouveau. J'ai du nouveau. On a trouvé, on a la réponse. L'enquête est terminée. Je vais vous raconter tout ça dans quelques instants, mais avant, regardez-moi cette petite merveille qu'on ne voit pas bien sur l'iPad. Attendez, je vais la mettre comme ça. Voilà, elle est peut-être un peu mieux, on la voit peut-être un peu mieux. Magnifique cliché en Suisse de Suzy. Suzy, vraiment, tu nous fais des clichés magnifiques. C'est toute une série de clichés avec les nuages, le ciel et le soleil qui se couche. Et je ne savais pas lequel choisir, tellement ils étaient beaux. Et tu as dit quelque chose qui est très 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 beau, je trouve, Suzy. Tu as dit, Suzy, alors le moment suspendu quand le ciel devient toile. Toile, comme une toile de maître. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Suzy, vraiment félicitations pour tous ces clichés, toutes ces images. Tu habites dans la montagne, hein. On sait, hein, ceux qui te suivent en Suisse, et tu partages régulièrement des images magnifiques et des vidéos aussi avec ces montagnes, la neige, etc. Ça fait vraiment, vraiment rêver. Et c'est bien que tu sois là-bas parce que tu dois bien le ressentir aussi, et c'est important. Mais tu as choisi, donc il n'y a pas de secret non plus. Tu as choisi d'être là-bas. Donc merci pour ce moment suspendu. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous touche, qui vous sensibilise, hop, prenez une petite photo, même si elle n'est pas parfaite, c'est toujours agréable de la partager parce que c'est aussi l'histoire qui va avec. Parce que derrière le cliché de Suzy, il y a également une histoire, je ne vais pas vous la raconter parce que ça nous prendrait trop de temps et je ne la connais pas personnellement, mais je sais que Suzy apprécie les choses simples de la nature. On apprécie généralement lorsqu'on a eu des coups durs. On en a tous plus ou moins eu, plus ou moins difficiles, mais c'est important de savoir apprécier ça. Et généralement, avec de l'expérience, on se dit que ouais, la nature est belle, où qu'on aille, on trouve de belles petites choses. Salut Marie, merci de nous rejoindre. Voilà, c'était le moment suspendu, comme dit Suzy, quand le ciel devient toile. Et c'est très joli. Alors, vous souvenez-vous de cette énigme qu'on essayait de résoudre avec Claire. Claire avait partagé cette photo, ce cliché. Il y a un cliché qu'elle avait pris il y a 6 ans à peu près, n'est-ce pas Claire? Et moi, ça m'a interpellé. Moi, ça m'intéresse. Là, je voyais des batailles, des Romains, des trucs comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cliché, Claire? Et Claire m'a expliqué que, ah bah, je sais plus, je sais pas. Elle savait qu'elle avait pris près du château de Saint-Germain-en-Laye, mais c'est tout. Alors, on a commencé l'enquête. Oui. D'abord, j'ai lancé un appel. J'ai lancé un appel à tous ceux qui regardaient ce direct, ce live, ce Facebook Live, pour vous demander, tout simplement, est-ce que si vous allez du château de Saint-Germain-en-Laye, peut-être que vous pourriez enquêter, chercher, trouver quelque chose, etc. Ça nous rendrait bien service. Et puis, il n'y a pas eu de réponse. Personne n'a répondu, donc pas grave, hein, c'est normal. Hein.
Et puis Claire m'a envoyé un autre cliché pendant le week-end. Elle m'a envoyé ce cliché qui est quand même un peu plus significatif. Et là, j'ai dit, on dirait, c'est un bas-relief romain d'une tour, de quelque chose comme ça. Et puis, vous ne me connaissez pas. Quand je pars sur quelque chose, il faut que je trouve. Et souvent, ce sont des détails qui n'ont aucune importance, et je vous le dis très franchement, qui n'ont aucune importance dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si c'est une facture à payer, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si c'est un détail comme ça, retrouver l'origine de ça, je peux y passer des heures. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé une partie de mon week-end à essayer de trouver... Salut Fadila, bonjour. À essayer de retrouver qu'est-ce que c'était que cette tour, ce petit bout de colonne qui se trouvait dans les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye. Alors j'ai creusé, et je suis écrivain, vous savez, j'écris des histoires, et toutes les références que j'arrive à trouver, j'essaie d'être très précis dans les lieux dont je parle. Je le fais en grande partie grâce à Internet, et surtout grâce à Google. Google est mon ami. Google Maps et Google Streets. Ça, c'est vraiment l'outil. Si vous allez dans n'importe quelle de mes histoires, surtout de la série La femme sans peur, pour ceux et celles qui la connaissent, chaque lieu, aux États-Unis, au Salvador, en Italie, existe au moment où Google Street, soit j'y suis allé sur certains lieux en Italie, soit, ou aux États-Unis d'ailleurs, au Salvador je suis malheureusement pas allé, soit il est vraiment là avec la couleur sur Google Streets et je cherche vraiment les détails, je peux y passer des heures, ma compagne se demande mais comment tu fais? Eh ben je fais comme ça. Donc je suis parti à la recherche de cette tour, il fallait que je la retrouve. J'ai donc pris Google Maps, et j'ai cherché sur Google Maps. J'ai retrouvé le château de Saint-Germain-en-Laye. Le voici ici. J'ai regardé autour, j'ai fouillé, je fouille mètre par mètre, et là, qu'est-ce que je vois? Voilà, j'ai mis une flèche, parce que j'ai envoyé ça à Claire. Salut Daisuke. Qu'est-ce que je vois? Mais ça ressemble à une tour, ça. Ça, c'est Google Maps, vous voyez, hein, avec château Saint-Germain-en-Laye. Et Google Maps a aussi Google Streets. Et ben voilà. Il suffisait ensuite d'aller sur Google Streets, de regarder une photo, ils ont des photos magnifiques sur Google Street, et vous voyez la flèche, qu'est-ce que je vois-t-il pas là? Mais la voilà cette fameuse tour. Malheureusement, j'ai pas pu trouver d'autres éléments. Elle est magnifique, hein, le château de Saint-Germain-en-Laye, cette tour. C'est pareil que l'histoire du château de Saint-Germain-en-Laye aussi est magnifique, parce que c'est un petit bout d'un immense château en fait. Bon bref, moi je vais m'y perdre. Salut Isabelle. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à partager le direct, le Facebook Live, si vous pensez que ça peut être utile à certains de vos amis. Donc, j'ai retrouvé ça. Et donc, j'ai lu l'histoire du château, de ce qui reste du château, qui est un musée maintenant. C'est un musée médiéval, sur l'art médiéval. Et ben, je les ai contactés. Je leur ai écrit envoyé un petit mail dimanche. Et aujourd'hui, j'ai reçu la réponse. Oui, il me faut peu de choses pour être heureux. Ah, mais ça me rend vraiment heureux parce que je suis arrivé au bout. L'énigme est résolue. Ça faisait quelques épisodes qu'on n'arrivait pas à trouver. J'ai trouvé. Il y a une personne très sympa, elle n'a pas donné son nom malheureusement, je ne peux pas la remercier, de ce musée qui m'a répondu. Dès lundi, j'étais surpris pour des Français, généralement, ils ne répondent pas toujours. Et il m'a répondu en me disant, alors l'histoire est longue, je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, sinon on va y passer 2 heures. Mais c'est une copie de la colonne de Trajan, vous savez, qui se trouve à Rome. C'est une copie qui a été faite grâce à un moulage que Napoléon III a fait faire par des experts à Rome, avec l'autorisation du pape et tout. Et cette colonne, il y aurait plein de choses à raconter, c'est une histoire magnifique, mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc voilà la réponse est trouvée. Voici donc le moulage. Alors là, voilà une photo, une autre photo, voilà complète. Enfin complète. La tour, l'originale, la colonne Trajane, elle fait 40 mètres de haut. 40 mètres de haut à Rome. Là, c'est juste une partie des moulages qui est donc dans les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye, parce que Napoléon III était un grand fan de cette tour, et d'ailleurs, pas que pour lui, puisque ça a commencé sous François Ier. François Ier, déjà, était fan et voulait avoir des moulages, il n'a pas réussi. Ensuite, Louis XIII a essayé de faire des moulages, il n'a pas réussi. Louis XIV a essayé aussi, ils n'ont pas réussi. Et cette colonne était un symbole très important pour tous les artistes à partir de la Renaissance.
c'est une référence. Mais si vous écoutez l'histoire, cherchez, il y a peut-être des documentaires, l'histoire de cette tour, de cette colonne, la colonne Trajane, de l'empereur Trajan, l'empereur romain qui a été édifié, je crois, au IIe siècle, hein, au début du IIe siècle après Jésus-Christ, de notre ère. La façon dont elle a été construite, mais c'est incroyable, ce sont des blocs de marbre de Carrare qui sont évidés et qui ensuite ont été sculptés après avoir été construites sur 40 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est un chef-d'œuvre et par la suite, les architectes et des mecs comme Michel-Ange, avec ses élèves, sont allés là pour apprendre comment ils avaient fait. Parce que c'est incroyable, ça date du temps des Romains, donc de 2e siècle après Jésus-Christ. Là, je ne vous la montre pas, là, c'est le fameux moulage qu'on recherchait. Tiens, salut Nadège, tu vas bien? Et Marimo aussi est là, c'est sympa. Ben, vous avez raté l'histoire, hein. On a fini par trouver le fin mot de l'histoire de cette colonne qui se trouve, de cette photo de Claire, et donc c'est une copie, une partielle de la colonne Trajane. Il y a des moulages un petit peu partout, il y en a au Louvre, il y en a dans d'autres musées aussi, à Rome, enfin ça me prendrait tout un épisode pour vous raconter cette histoire. C'est pas le but aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a d'autres histoires. Ça me fait penser que je ne vais pas pouvoir vous sortir les quelques traits d'humour que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, que vous avez trouvés, parce que je crois que je viens de parler, je vais regarder depuis combien de temps je suis. Ah oui, je suis déjà à 11 minutes, parce que j'ai quand même une histoire à vous raconter. Mais, allez, un petit coup de politique quand même, hein. Fillon, on en a marre. Vous avez remarqué? On a un petit peu assez, hein, des blagues sur Fillon, ça... je passe du coq à l'âne. On en a assez, ouais. C'est vrai que c'est même plus marrant. C'est même plus scandaleux, c'est même plus... il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour dire ce qui se passe. Oui, c'est vrai, je suis à court de mots, je ne sais pas vous, ce qu'on pourrait dire. Même des mots méchants, ça ne veut plus rien dire. Et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, on fait pratiquement plus de blagues, c'est dépassé. Et entre parenthèses, c'est ce que cherche Fillon. On l'oublie, on passe à d'autres choses. Les 1 million, on va se débrouiller, voilà, etc. Et le gars veut être président. Le gars veut être président de la République. Voilà, enfin bref. C'est pas enfin bref, en fait. On devrait vraiment se révolter. Regardez ce qu'ils ont fait en Roumanie. Ils sont descendus dans la rue pour changer une loi un peu dans le même style que ça. Mais bon, allez, j'en ai quand même une sur Fillon. Je la mets, pourquoi? Parce que je la trouve très fine. C'est Matoy, le gars de Twitter, dont je parle souvent, qui l'a faite. Regardez ça, c'est vraiment très très fin et très très bon. J'ai trouvé ça exactement. Alors vous voyez la photo, il y a Fillon, là, il y a un siège ici vide. Et la légende, le sale visage jaloux de Solaire, Thierry Solaire, le porte-parole de Fillon, devant Fillon qui enlace son assistante parlementaire. Lamentable, l'assistante parlementaire. Mais c'est exactement ça. La photo est vraiment fantastique. Quand on sait qu'en plus que Solaire, lui aussi, il va être inculpé parce qu'il n'a pas payé ses impôts pendant plusieurs années. Donc bon. Pourquoi ça? Bref, enfin bref. Et tout ça me conduit à dire ceci. Vous connaissez les alcooliques anonymes? Ben, je crois qu'il y a les démocrates anonymes. Regardez ce dessin que je trouve génial. Bonjour, je suis Pierre et je croyais que je vivais dans une démocratie non corrompue. Bonjour Pierre, c'est exactement ça. Sober. En français, comment on dit sober? Sobre? Non, je ne sais plus comment on dit, mais c'est ça. Hein. Bah, bonne chance pour le Qigong. À tout à l'heure, Marie. Tu reviendras pour le replay, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Enfin, on va faire un petit coup de Trump. J'ai bien aimé cette photo, ce photomontage qui a été... C'est Grégory qui l'a partagé, qui est tiré d'un mobile phone, hein, d'un téléphone mobile. Hein. Regardez. Trump with Putin. Viens ici, mon petit. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mais c'est exactement ça. Salut Catherine. Ah, te voilà, ça me fait plaisir. Morgane aussi. Salut les filles. Merci d'être là, c'est sympa. Alors, celle-là et le mur. Et le mur contre les Mexicains. Mais il y a un exemple de mur qui a fonctionné. Regardez. À ceux qui disent que le plan de Trump de construire un mur ne va pas fonctionner,
Les Chinois en ont construit un il y a plus de 2000 ans et ils n'ont toujours aucun Mexicain. Ah là 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 là. Ah là là. Alors Catherine, tu écris maintenant, c'est bon? Hein, t'as eu une journée difficile? On a dit ça l'autre jour, j'ai vu passer ça. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. On va passer à l'histoire du jour. Alors celle-là, non, allez, celle-là elle est pas mal non plus. J'ai rien à dire. C'est passé sur Twitter. Je sais pas qui est-ce qui l'a partagé, mais je la trouve très très bonne. C'est tout bête, hein, mais ça marche, ça marche. Moi, ça me fait sourire. Tiens, vous êtes parents? Celle-là va vous faire plaisir. Il y a 3 ans, celle-là m'aurait pas du tout fait sourire, j'aurais pas compris. Mais maintenant, je comprends. C'est Sandra qui l'a partagé. Un jour, toi aussi, tu auras des enfants, et alors tu comprendras pourquoi papa et maman boivent. Alors, je veux pas dire que ma consommation d'alcool a augmenté. Mais vraiment, on a besoin de distraction, on a besoin de se changer les idées. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de se changer les idées? Je vous donne tout de suite un exemple. Regardez. Je vais vous donner un exemple immédiatement. Le temps pour moi de retrouver. Voilà. Tout simplement à cause de ça. Ce qui est sympa quand tu as des enfants, c'est que tu peux regarder des dessins animés avec eux. Un seul en fait, toujours le même. 532 fois. C'est vrai. Moi, je vous ai déjà raconté, avec Hugo en ce moment, il n'y a qu'un seul dessin animé, on regarde ensemble. On en est à 532, oui, je l'avoue, ou pas loin, ou plus, je sais plus. C'est Piper, vous savez l'histoire de le dernier dessin animé tout petit, court-métrage de Pixar. Il est magnifique, mais je le connais par cœur. Il me fatigue. Encore, oui, encore. Donc maintenant, ce que je fais des limitations. Allez, 2, Hugo, et après on arrête. Bon, allez, on passe à l'histoire du jour. Vendredi dernier, j'ai perdu le fil, on était dans un petit village de la Creuse qui s'appelle Faux-la-Montagne. F-A-U-X, la montagne. Et dans ce village, je vais y arriver, je vais retrouver mes idées. Donc l'épisode 92, je vous en avais parlé parce qu'on avait déjà quelque chose qui s'était passé à Faux-la-Montagne. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'il y avait eu à Faux-la-Montagne pour ceux qui avaient suivi? Je vais attendre un petit peu, on va voir si... Salut Nadine, merci de faire un petit passage. N'hésitez pas à partager si vous avez la possibilité, partagez ce direct, ce live avec vos amis, ça me permettra d'être un peu plus connu hein, dans ce que je fais et aussi de pouvoir avoir plus d'informations sur les gens qui veulent et qui s'intéressent à ce que je partage. Alors, personne n'a la réponse, donc je vais vous la donner. C'était l'histoire de Catherine, vous savez, qui habite à Faux-la-Montagne et qui, sur son temps, bénévolement, fait le tour du village, vous savez, avec son petit âne, pour aller ramasser les poubelles des anciens, des seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Une petite action toute simple qui correspond à ce que je dis en titre de cet épisode. Il existe un autre monde, ce que je voulais dire par là, et la phrase n'est pas de moi, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Merci Catherine, merci et quelqu'un d'autre je ne vois pas. Je n'ai pas encore recommencé à écrire, trop de choses à faire. Ah, dommage, hein. C'est important hein, d'écrire, ouais, c'est important. Merci à tous ceux qui ont partagé, je n'ai pas les noms, mais j'apprécie vraiment. Donc, on est à Faux-la-Montagne, ce petit village d'à peine 350-400 habitants. Mais il se passe tellement de choses. Regardez l'histoire de Catherine Varocki, dont je parlais l'autre jour. Et aujourd'hui, on va parler alors, je ne veux pas dire tout de suite ce que c'est, je vous en ai parlé déjà vendredi. Je vais raconter l'histoire du début. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ils ont 18-20 ans. Ils habitent en région parisienne. On est à la fin des années 80, milieu des années 80. Et c'est un groupe d'amis, vous savez que lorsqu'on a 18-20 ans, et même moi encore maintenant, je ne sais pas pour vous, mais on a tous des idées, on va accomplir plein de choses, on a des envies, mais vraiment, on se dit que rien ne peut nous arrêter au monde. Et ce groupe d'amis, de 5-6 amis, passe régulièrement ses vacances ensemble. Et à chaque fois qu'ils sont en vacances, ils passent des moments formidables. Et il se trouve également qu'ils sont dans les scouts. Ils sont dans les scouts protestants, c'est les éclaireurs, si je me souviens, les éclaireurs de France, et ils ont des activités communes.
Et à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils vivent des moments fabuleux. Donc depuis leur adolescence, et maintenant ils font leurs études supérieures, mais toujours en tant qu'éclaireurs ou lorsqu'ils partent en grandes vacances, pendant les grandes vacances ensemble, quelle que soit la destination, ils passent des moments fabuleux. Et un jour, ils arrivent à se dire, mais bientôt on va avoir terminé nos études. Et lorsqu'on aura terminé nos études, chacun d'entre nous va prendre un boulot et va partir dans une direction ou une autre, et ça va en être terminé de nos plaisirs communs, de partager, d'avoir des projets ensemble, de partir ensemble, de construire, de faire des choses ensemble avec les éclaireurs par exemple, et tout ça va disparaître. Et ces jeunes-là sont des idéalistes. Ils discutent, ils pensent, et ils se disent que non, nous on ne veut pas ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble? Parce qu'on est à la fin des années 80, il n'y a pas encore Internet, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le monde, on peut lire les journaux, les magazines, etc. Et ils décident de chercher, ils décident non, on ne va pas partir, on ne va pas se faire embaucher par une boîte, on ne va pas partir chacun de notre côté, on ne va pas commencer à rentrer dans le moule, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Alors ils réfléchissent. Mais en plus, ils réfléchissent et ils se donnent, ils sont extrêmement motivés, mais ils se donnent des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire des difficultés supplémentaires. Par exemple, ils veulent créer un projet qui soit rural. Ils veulent aller dans un endroit où il y a très peu de monde, où commence en fait la désertification, ce qu'on appelle la désertification rurale. C'est là, dans un endroit comme ça, qu'ils veulent aller. D'accord ? En plus, s'ils ont un projet commun, ils ne veulent pas faire un truc trop facile. Ils ne veulent pas que ce soit un truc dans le tertiaire ou des choses comme ça. Ils veulent que ce soit du manuel et que ce soit quelque chose qui ne soit pas porteur. Vous voyez, pas une industrie porteuse, comme maintenant on dirait dans le numérique, enfin, un site internet, des machins comme ça. Non, ils veulent que ce soit manuel. Alors ils cherchent. Et ce qu'ils font, ce groupe de 5-6 garçons et filles, ils cherchent, ils voyagent en France pendant leurs vacances, entre leurs études, et ils cherchent un endroit. Et par hasard, on leur parle du plateau des 1000 vaches. Plateau complètement déshérité, déserté, de la nature à perte de vue, magnifique en été, je suppose aussi en hiver, mais vraiment la nature où il se passe pratiquement plus rien déjà, bien sûr, dans les années 80. Et ils tombent amoureux de cette région. Mais il faut trouver un projet. Alors ils en discutent un peu, ils visitent des villages, ils visitent un petit peu partout, et le hasard fait qu'ils tombent sur ce village de Faux-la-Montagne, et ils décident de s'y installer. Et non seulement ils décident de s'y installer, mais ils décident de créer leur boîte dans ce village. Alors je ne sais pas si vous imaginez, on est à la fin des années 80. Ils vont créer une entreprise où ils vont travailler avec leurs mains dans un village perdu au fin fond de la Creuse, sur le plateau des 1000 vaches. Qui pensent qu'ils vont réussir? Ils ont leur énergie, ils ont cette solidarité qui existe entre eux. Et puis voilà, c'est tout, ça commence comme ça. Finalement, ils décident donc de créer, alors ça paraît incroyable, une scierie. Ils se lancent dans une scierie, alors qu'aucun d'entre eux, ils viennent tous d'un milieu socio-culturel qui est assez middle class, vous voyez, comme on dit, moyenne, la classe moyenne. Donc ce ne sont pas des gens vraiment manuels. Et ils y connaissent absolument rien en Syrie. Mais ils décident que ça sera leur projet. Et donc, les 6 se forment dans le domaine de la Syrie. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre le métier. Et chacun apprend une partie du métier. Ça, c'est très intelligent. Donc chacun va faire un stage et il va dans une scierie pour apprendre. Et ensuite, ils reviennent donc à Faux-la-Montagne. Et chacun va apprendre à l'autre ce qu'il a appris. Ils montent leur boîte dans une scierie, avec du matériel qu'ils récupèrent d'un peu partout en France, et ils commencent leur scierie. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment ils ont fait au niveau financier? Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ils décident de créer une compagnie, une société anonyme, mais pas à responsabilité limitée. Vous imaginez bien que le capitalisme, pour eux, ce n'est pas la solution. Le profit à tout prix, ce n'est pas la solution. Sinon, on ne va pas s'enterrer sur le plateau des 1000 vaches. Enterrer entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne s'enterrent pas du tout, bien au contraire. Ils décident de créer ce qu'on appelle une SAPO, S-A-P-O, Société anonyme à participation ouvrière. Qui parmi vous avait entendu parler de ça avant que je le dise aujourd'hui?
Moi, je vais vous dire honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ce type d'entreprise. Et pourtant, la SAPO, moi je dis SAPO, ça existe depuis 1917. Ça a été créé en 1917. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un type d'entreprise, quand je vais vous dire qu'est-ce que ça représente, vous allez être épaté. Enfin, j'espère. Ça a été créé par Aristide Briand, alors qu'il était politicien français, alors qu'il était, on ne disait pas Premier ministre à l'époque, on disait, je ne sais plus comment on dit, président du Conseil, voilà. Il a créé donc en 1917, fin de la Première Guerre mondiale, mais ce type d'entreprise n'a jamais eu de succès. Il n'y en a pratiquement pas eu. Il y en a très très peu maintenant, peut-être on en compte une dizaine. Il y a eu un moment, Nice Matin, le journal Nice Matin, qui était une SAPO, et il y a la compagnie aérienne UTA, qui a également été une SAPO avant que Air France la rachète. Alors qu'est-ce que c'est une SAPO? Il faut que je vous le dise parce que c'est vraiment magnifique. Une SAPO, ça se divise en deux. Il y a deux types d'actionnaires. Il y a les actionnaires donc qui investissent de l'argent, et il y a les actionnaires ouvriers. Et les deux parties sont divisées à 50-50. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que l'actionnaire amène de l'argent pour financer l'entreprise, mais il peut être au maximum que actionnaire à 50%. Les autres 50%, ce sont les ouvriers, qui sont eux regroupés en une sorte de coopérative, et qui ont droit, par leur travail, à leurs mots, à leur vote, et bien sûr, à récupérer les dividendes. Si dividendes il y a, bien sûr. Et c'est génial. Donc c'est exactement équilibré. Vous allez me dire, alors j'en profite, vous allez me dire, mais quelle est la différence avec la SCOP? On parle beaucoup de la SCOP, j'en ai parlé avec les épisodes de la fonderie Gilet, c'était l'épisode 77, allez le voir. Super, où les anciens de Fralib, vous vous souvenez, qui s'appelle maintenant 1336, c'est ça, 1336. Et c'était l'épisode, je regarde dans mes notes, 91 du meilleur état à venir. Ce sont des scopes. Les scopes, c'est différent, les ouvriers sont à 100% actionnaires de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de créer une scope parce que ce sont les ouvriers qui mettent l'argent. Donc il faut faire des emprunts, parce que lorsqu'on est ouvrier, généralement, on n'a pas tellement d'économie ou pas assez pour créer une entreprise. Tandis que d'une SAPO, il y a les actionnaires qui amènent l'argent et les ouvriers qui, eux, ont un salaire et, bien sûr, sont intéressés aux dividendes. C'est génial. Et donc, ces 6 amis créent une SAPO, la Syrie, qui va s'appeler Ambiance Bois. Il débute à 6, en 1988. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que cette entreprise a survécu, malgré les hauts et bas de l'économie française? Est-ce que se lancer dans une entreprise de bois en 1988, ça tenait et ça tient la route? Ils font partie d'aucune multinationale. Ils sont indépendants, autogérés, je viens de vous l'expliquer avec la SAPO. Est-ce que ça a marché? Évidemment que ça a marché. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Ou alors, je vous en parlerai, mais pas avec un grand sourire. Évidemment que ça a marché. Ça a marché dans le sens où ils ont vécu et l'entreprise continue. Elle est florissante. Elle fonctionne très très bien. Mais comme ils ne cherchent pas le profit à tout prix, ils vivent en autogestion. Les comptes sont propres. Le budget est équilibré. Et donc, l'entreprise, maintenant, emploie près de 25 personnes qui font partie donc, de cette SAPO, donc du côté ouvrier. Et les actionnaires sont très heureux parce que ce sont des actionnaires qui ont un sens aussi du respect du travail, un sens écologique. Parce que, attendez, il y a plein de choses, je pourrais vous en raconter pendant pas mal de temps. Parce que le bois qu'ils utilisent est uniquement du mélèze qui est pris sur le plateau des Mille Vaches. Ils n'achètent pas, par exemple, du mélèze qui vient de Russie, qui est beaucoup moins cher. Par respect pour tout ce qui est écologie, respect de l'environnement, et aussi pour faire travailler localement. Et leur marché est local. Ils ont commencé par faire de la découpe de bois. Ensuite, ils se sont élargis en proposant des plaintes, des choses comme ça pour équiper la maison. Et maintenant, ils vous proposent carrément de construire votre maison en bois. Mais tout ça sur un marché réduit autour de chez eux, avec ceux et celles qui veulent être respectueux de leur environnement. Et ça marche. Et quand je dis ça marche, ça veut dire que ça leur permet de vivre.
Ils ont un salaire unique. Tous les employés ont le même salaire, qui est le SMIC plus 15%. Alors, ce n'est pas énorme, mais lorsqu'on vit à la campagne, on a beaucoup moins de dépenses et on est moins tenté. Hein, il n'y a pas les grands magasins. Alors non seulement ça, donc ils ont ce salaire, ils ont des appartements qui sont regroupés dans une communauté. Pour la plupart, certains vivent un petit peu à part. Ils travaillent 35 heures. Ils travaillent du lundi au jeudi, c'est tout. Le vendredi matin est consacré aux décisions, ils se réunissent pour définir le plan de travail. Il y a une rotation par rapport aux différents boulots de l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même qui fait le même travail, qui évite pour les travaux difficiles d'être usés, et aussi de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'ils font à la fois le manuel, l'administratif, etc. Et ça fonctionne. Personnellement, je ne sais pas si j'aimerais faire ça, je ne sais pas, c'est peut-être pas mon truc, mais au moins, ça existe. Et je suis certain que ça plairait à certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, qui me voyez là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un autre exemple avec ce que je vous ai dit dans l'épisode 77 de la fonderie Gilet, ou les Fralib dans l'épisode 91, des exemples d'initiatives locales qui existent. Et si on pouvait en parler, ça se développait un petit peu partout. Merci Catherine. Salut Agnès. Eh bien, ça créerait un autre monde. Et quand je dis dans le titre, il existe un autre monde, eh bien, c'est vraiment ça. Mais on ne le voit pas, on n'en parle pas, on ne parle que des multinationales parce que c'est elles qui font la lune des journaux, c'est elles qui sont les plus capitalistes, donc qui font le plus d'argent, et on a cette culture des millions et des milliards qui nous empêche de voir ces excellentes initiatives qui existent au niveau local, de gens qui vivent très bien. Voilà. Je pourrais vous dire plein de choses sur cette entreprise, mais bon, on va s'arrêter là. Ah oui, un détail, ils étaient 6 lorsqu'ils ont débuté, ils sont 25 maintenant, et regardez, des 6 originaux, ils ne sont plus que 3. C'est-à-dire 3 parmi les 6 créateurs, fondateurs, d'autres sont partis créer d'autres choses. Et ils sont toujours dans ce domaine du respect de l'environnement, d'entreprises autogérées. Parmi eux, ils sont les créateurs d'une télévision qui s'appelle Télé 1000 Vaches, qui a été créée en 86, ils ont créé ça en 86, c'est-à-dire une télé libre, une télé indépendante, sans doute la plus ancienne de France, je sais pas, et qui est toujours populaire là-bas, chez eux. Moi, je ne connaissais pas et j'avoue que c'est assez incroyable. Je trouve ça génial, la rotation pour éviter l'ennui, me dit Claire, et chacun arrive à apprendre et à se perfectionner. Ouais, c'est une façon de ne pas s'ennuyer, d'être à la chaîne, toujours le même boulot. Winona. Salut Winona, je t'avais pas vu, c'est excellent. Oui, c'est vraiment une excellente initiative. Mais c'est difficile de trouver des informations, c'est difficile de les découvrir carrément parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas du tout même. Hein. Et pourtant, elles existent. Et il y en a d'autres, j'essaierai de vous en faire découvrir d'autres parce que c'est ce monde qui existe. Et d'ailleurs, on va terminer avec la citation du jour, j'aime bien la citation. Eh ben, le titre de l'épisode d'aujourd'hui de LMB, c'est une citation. C'est la première d'une citation qui est attribuée à Paul Éluard. Paul Éluard, je vais y arriver. La citation est celle-ci. J'ai pas de photo, donc je vous la lis. Il existe un autre monde, mais il est dans ce monde. Joli, hein? Il existe un autre monde, mais il est dans ce monde. Ah non, oui, c'est ça. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est la même chose. Et c'est vrai. Regardez toutes ces petites initiatives. Elles sont dans notre monde, mais on ne les voit pas. Et c'est à nous de les découvrir. Enfin, moi, j'essaye de les faire découvrir. Et comme toutes ces initiatives personnelles, comme je vous avais dit, Catherine Varocki dans l'épisode précédent, qui fait bénévolement et qui aide les seniors dans le même village de Faux-la-Montagne. Il faudra que j'aille le visiter un jour. Et ben moi, ça me fait plaisir, ça me plaît. Et ça me donne de l'énergie, ça me booste, ça me motive pour avancer moi-même dans mes propres projets. Entre autres, terminer le volume 9 de La Femme sans peur, qui est pratiquement prêt à être envoyé sur Amazon et partout. Donc, s'il y a des fans qui regardent, ça vient, c'est presque là. En tout cas, merci, bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui vous suivent, tous vos amis. Et nous, on se retrouve mercredi pour l'épisode 94. Ah oui, ça passe vite. Allez, bonne soirée. Au revoir.